Parce que c'est peut-être sans doute mes dernières grosses salles que je vais faire. Pourquoi J'ai décidé de me consacrer... Sur la grande scène de Colmar, ce soir-là du 29 juillet 2025, un souffle d'émotion a traversé la foule. Un murmure s'est élevé avant que le silence ne se fasse. Et dans ce silence, Pascal Obispo, les yeux brillants d'une lumière que seule la sincérité éclaire, a laissé tomber ces mots comme on dépose un secret au creux d'une main. C'est la dernière fois, la dernière date. Il est temps pour lui de tourner la page, de laisser derrière les tournées interminables et la mécanique bien huilée des succès qui se répètent, non par lassitude de chanter, mais par désir de se réinventer, de respirer autrement, de se rapprocher de l'essentiel, et tandis que plus de 10 000 personnes retenaient leur souffle, il évoquait ce compagnon de route de 33 années, Pascal Autissier, avec lequel il avait sillonné les routes, partagé les coulisses, gravé dans la mémoire collective des moments qui ne s'effaceront jamais, et l'on sentait que ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, mais la fermeture d'un livre que seul l'auteur pouvait rouvrir. Car après 35 ans à offrir au public des refrains qui ont traversé les époques, de Lucie à Millésime, il choisit de quitter la scène tout en restant fidèle à la musique, en s'enfonçant dans cette part plus intime de la création, celle qui ne réclame ni applaudissements ni projecteurs, et déjà il rêve à ce projet. Héritage, hommage à ceux qui l'ont façonné, à ce duo avec Benabar qui mijote dans l'ombre, à ces chansons qu'il glisse discrètement à ceux qui le suivent encore via son application, comme un fil invisible qui le relie à eux. Et l'on comprend que l'homme qui parle n'a rien perdu de sa passion, mais qu'il refuse de s'enfermer dans la répétition, qu'il veut explorer d'autres couleurs, comme il l'avait déjà fait avec ses toiles exposées à Bordeaux, comme il le fera encore à l'automne, peignant avec les mêmes mains qui ont écrit des mélodies inoubliables, traçant de nouvelles lignes là où beaucoup auraient tracé un point final. Et dans ses mots, dans son regard, dans le frisson qui a parcouru Colmar ce soir-là, on sentait la tendresse, la gratitude, mais aussi cette liberté farouche qui depuis toujours guide chacun de ses pas. Ce qui a surpris le plus, ce soir-là, ce n'était pas seulement cette annonce de départ qui a résonné comme un glas, mais l'éclat inattendu d'une vérité longtemps tenue dans l'ombre, une vérité que Pascal Obispo n'avait jamais laissé franchir la barrière de la scène et des interviews, et qui surgit dans ses yeux bien avant de se glisser dans ses mots, comme si tout son corps trahissait une histoire restée enfouie depuis des décennies. L'histoire d'un amour impossible qu'il avait façonné autant qu'il l'avait brisé. D'une femme qu'il n'avait jamais pu oublier et dont le visage, malgré les années, restait imprimé au coin de ses silences, une femme rencontrée bien avant la gloire, dans une époque où il doutait de tout, même de sa capacité à devenir quelqu'un. Une femme qu'il avait perdue, non pas par manque d'amour, mais à cause d'un choix cruel, dicté par cette carrière qu'il voulait bâtir comme on construit un navire, planche après planche, en sacrifiant parfois la vie qu'on aurait pu vivre à terre. Et ce soir-là, en Colmar, dans la chaleur moite d'un été finissant, il semblait revisiter chaque minute de cette histoire comme on remonte un vieux film. Les regards furtifs, les rires volés, les promesses murmurées dans l'obscurité des arrière-scènes, et surtout ce moment brutal où il avait dû dire adieu. Un adieu qui n'avait jamais cessé de résonner dans ses chansons les plus douces, celles où l'on sent, derrière chaque mot, un vide qu'aucun refrain ne comble. Et il y avait aussi cette autre partie de lui que le public ne connaissait pas, celle qui, loin des caméras, s'était parfois enfoncée dans des nuits sans sommeil, hantée par le doute, par la peur de n'être plus qu'un écho de lui-même, se retrouvant seul dans des chambres d'hôtel impersonnelles, à fixer un plafond blanc en se demandant si la lumière des projecteurs valait vraiment toutes les ombres qu'elle jetait autour, et puis ces périodes étranges, où il disparaissait volontairement de tout radar, sans prévenir ses proches, partant marcher seul pendant des jours le long de côtes désertes ou dans les forêts du Pays Basque, comme s'il cherchait à se dissoudre dans le vent, loin du vacarme des villes et du poids des attentes. Et dans ses retraites silencieuses, il écrivait parfois des lettres qu'il n'envoyait jamais, certaines adressées à cette femme perdue, d'autres à lui-même, comme pour se rappeler l'homme qu'il était avant les disques d'or, avant les photos dans les magazines, avant les stades pleins à craquer. Et si certains avaient cru à des caprices d'artistes, la vérité était bien plus nue et plus rude, car derrière le sourire malicieux et la voix chaude se cachait un homme qui avait payé cher chaque note de sa liberté, un homme qui avait vu s'effondrer des amitiés que la gloire avait fragilisées, qui avait vu des mains tendues se refermer quand les lumières s'éteignaient,
et qui, malgré tout, continuait d'aimer passionnément la musique comme on aime une personne qu'on ne pourra jamais quitter. Et cet amour-là, indestructible, il le nourrissait aussi dans ses créations secrètes. Des chansons qu'il gardait pour lui seul, des mélodies jouées dans des appartements où seuls quelques privilégiés avaient mis les pieds. Des soirées entières passées à improviser au piano, avec un verre de vin et le souvenir de son grand-père dans un coin de la mémoire, ce grand-père qui lui avait appris que les plus belles histoires se vivent souvent loin des regards. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, à 60 ans, il choisit de quitter la scène, non pour se taire, mais pour se rapprocher de cette vérité intime qu'il avait dû tenir à distance, et tandis que le public de Colmar l'acclamait, sans savoir tout ce qui se jouait derrière ce sourire, il se disait que quelque part dans le monde, cette femme entendrait peut-être l'écho de ses mots, et comprendrait enfin que malgré les années, malgré les chemins différents, malgré le silence, il ne l'avait jamais vraiment quitté. Alors qu'il quittait la scène ce soir-là, les dernières notes encore suspendues dans l'air tiède de Colmar, il ne sentait pas le triomphe habituel qui, autrefois, l'enveloppait comme une armure, mais une étrange légèreté mêlée d'un vertige intime, comme si chaque pas qu'il faisait vers les coulisses le rapprochait un peu plus d'une vérité qu'il avait trop longtemps contournée. Et dans le couloir étroit qui menait à sa loge, l'odeur du bois chaud, des câbles et de la poussière accumulée des tournées lui rappela brusquement une autre fin, bien plus ancienne. Une nuit où il avait quitté précipitamment une petite salle de province après avoir chanté pour 30 personnes, laissant derrière lui non pas un public ému, mais une femme en larmes qui l'attendait dehors, sous la pluie, et qu'il avait fui par peur de ce que ses yeux lui demandaient, car à l'époque, il n'avait pas encore appris à affronter l'amour quand il menaçait de bouleverser ses plans. Et ce souvenir qu'il avait cru enfoui se superposait maintenant aux acclamations qu'il venait d'entendre, comme si les années, au lieu d'éloigner les blessures, les avaient affinées jusqu'à les rendre plus coupantes. Et tandis que ses musiciens riaient et rangeaient leurs instruments, lui restait silencieux, observant ses mains qui avaient caressé autant de touches de piano que de visage, ses mains qui avaient offert au monde des chansons sans jamais s'appartenir complètement. Et il se surprit à penser que peut-être ce qu'il avait cherché pendant 35 ans sur scène, ce n'était pas tant l'applaudissement que la possibilité de se sentir moins seul, et que malgré les salles combles, cette solitude-là n'avait jamais cessé de l'accompagner comme une ombre fidèle, invisible aux autres, mais toujours là, juste derrière l'épaule. Et il se souvint d'une autre époque, plus trouble, où la fatigue des tournées l'avait conduit à des excès que peu connaissaient, des nuits entières à courir d'un bar à l'autre dans des villes qu'il ne reverrait jamais, à chercher dans les regards éphémères quelque chose qui ressemblait à de l'attachement, mais qui, au matin, n'était plus qu'un vide plus grand encore, et de ces années-là, il gardait un goût amer, celui d'avoir cru que la vitesse effaçait le manque, alors qu'elle ne faisait que le rendre plus brûlant. Et peut-être que cette annonce de retraite n'était pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement d'un lent épuisement, d'un besoin de se retrouver face à lui-même sans décor, sans micro, sans artifice, et surtout sans rôle à jouer, car depuis ses débuts, il avait appris à composer avec l'image que les autres voulaient de lui. Tantôt séducteur, tantôt poète, tantôt figure rassurante de la chanson française, mais rarement simplement Pascal, celui qui pouvait passer des heures à marcher sur une plage en hiver en écoutant le cri des mouettes, ou à peindre jusqu'à l'aube, les doigts tachés de couleur, sans se soucier du résultat, juste pour sentir que quelque chose sortait de lui sans contrainte, et au fond, ce qu'il désirait aujourd'hui, c'était vivre ainsi, à hauteur d'homme, avec le temps d'aimer vraiment, le temps de renouer avec cette femme qu'il n'avait jamais cessé de chercher dans les silhouettes croisées au hasard des rues, le temps peut-être de réparer ce qui pouvait l'être. Et cette idée, plus que la peur de vieillir ou de perdre sa voix, était la véritable raison de son départ. Et il savait qu'il ne l'avouerait jamais directement, pas même dans une chanson, mais qu'il la porterait désormais comme un feu secret. Un feu qui, tôt ou tard, trouverait un chemin pour brûler à nouveau en plein jour. Ce soir-là, lorsqu'il franchit la porte discrète qui donnait sur l'arrière de la salle, il fut saisi par une brise tiède chargée d'odeurs de bitume, humide et de fleurs écrasées sous les pas pressés des spectateurs qui rentraient chez eux. Et il resta un moment immobile, le regard perdu dans la nuit de Colmar, comme si le monde autour de lui s'était soudain ralenti. Chaque geste, chaque bruit devenant plus net, plus lourd de sens. Et il sentit monter cette sensation étrange qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Une sensation de bascule, de vertige,
intérieur, comme si tout ce qu'il avait construit pouvait s'effriter en un souffle. Et dans ce vertige se mêlaient les visages d'hier et d'aujourd'hui, les mains serrées dans l'ombre des loges, les baisers volés au détour d'un couloir, les éclats de rire étouffés derrière un rideau, mais aussi les disputes étouffées par le vacarme des répétitions, les regards fuyants qui en disaient un long, les lettres jamais envoyées qu'il avait gardées dans un vieux coffret de bois caché au fond d'une malle. Et parmi tous ces souvenirs, un revenait avec une clarté presque douloureuse, celui d'un soir de printemps à Bordeaux, bien avant la célébrité. Lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, cette femme qui allait marquer sa vie plus profondément que n'importe quel succès, elle portait une robe légère qui dansait avec le vent. Ses cheveux bruns détachés encadraient un visage à la fois doux et décidé. Et dans ses yeux brillait cette lueur rare qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. Il s'était senti démasqué, vulnérable, mais aussi incroyablement vivant. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il fit, chaque chanson qu'il écrivit, chaque concert qu'il donna, sembla d'une manière ou d'une autre lui être adressé, même lorsqu'ils étaient loin, même lorsqu'ils vivaient des vies séparées. Et pourtant, il y eut cette nuit où il choisit la scène plutôt qu'elle, où il préféra un contrat à une promesse, et il la vit s'éloigner sans courir après elle, persuadé qu'il se retrouverait là plus tard, persuadé que le temps pouvait attendre, mais le temps, il l'a pris à ses dépens, ne pardonne rien. Et depuis, il avait croisé des milliers de visages, entendu des milliers d'applaudissements, mais jamais retrouvé cette sensation exacte qu'elle avait déposée en lui comme une empreinte indélébile. Et au fil des ans, cette absence devint un moteur invisible, nourrissant ses chansons les plus intimes, celles qu'il chantait les yeux fermés pour mieux la revoir, celles qui faisaient dire au public qu'il savait toucher droit au cœur, alors qu'en réalité, il ne faisait que tendre la main vers un fantôme, et dans les coulisses de Colmar, il comprit qu'il était temps de cesser de courir après une image, de retrouver la vraie personne, si elle existait encore quelque part, et c'est peut-être pour cela que ses pas le portèrent, quelques jours plus tard, vers une petite ville du sud où il savait qu'elle avait vécu. Il marchait dans ces rues comme un étranger, cherchant un signe, une trace, un parfum, et chaque visage croisé lui semblait pouvoir être le sien, chaque éclat de voix féminin, dans un café, le faisait se retourner. Et plus il avançait, plus il réalisait que cette quête n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour lui, pour retrouver l'homme qu'il avait été avant que la célébrité ne vienne redessiner ses contours. Un homme capable de s'arrêter au milieu d'un chemin juste pour écouter le vent, capable de choisir l'amour plutôt que la lumière artificielle des projecteurs, et dans cette ville, au détour d'une ruelle, il entra par hasard dans une galerie d'art minuscule, attiré par un tableau représentant une mer agitée sous un ciel lourd, et lorsqu'il leva les yeux vers la femme derrière le comptoir, il sentit son souffle se suspendre. Ce n'était pas elle, mais dans son regard il y avait quelque chose de familier, une douceur qui lui rappela ce qu'il avait perdu. Et il comprit alors que la vie lui envoyait peut-être des échos, des fragments, comme pour lui dire qu'il n'était jamais trop tard pour se laisser surprendre. Et cette idée, il la garda précieusement en repartant, convaincu que son chemin n'était pas fini, qu'il venait simplement de changer de forme, qu'il pouvait encore aimer, encore créer, encore se perdre et se retrouver, mais à un rythme nouveau, à hauteur de cœur, sans se presser, sans chercher à rattraper le temps, seulement à le vivre. Alors il marcha longtemps ce jour-là, quittant la petite ville sans vraiment savoir où ses pas le mèneraient, avec ce sentiment étrange d'être à la fois en fuite et en quête, fuyant les obligations, les rendez-vous, les regards qui l'attendaient encore, comme on attend un roi, et cherchant quelque chose d'invisible, peut-être une voix, peut-être un parfum, peut-être une réponse qui ne viendrait jamais. Et sur cette route, il croisa des paysages qui semblèrent lui parler, des champs brûlés par le soleil qui rappelaient-ils la rudesse de certaines saisons de sa vie, des arbres tordus par le vent comme des âmes qui refusent de plier. Et à chaque halte, il sortait un petit carnet de cuir qu'il portait toujours sur lui, un carnet où il n'écrivait pas de chansons, mais des phrases éparses, parfois un seul mot, parfois une page entière, des bribes de sensations qu'il voulait garder intactes, loin des arrangements, et des rimes. Et ce carnet, il l'avait commencé il y a plus de 20 ans, il y a un soir d'insomnie dans une chambre d'hôtel à Montréal, et depuis, il ne l'avait jamais montré à personne, pas même à ses amis les plus proches, parce qu'il y consignait ce qu'il n'osait pas dire, des confessions trop nues pour être chantées. Et ce jour-là, en s'asseyant sur un banc au bord d'une rivière, il relut certaines pages et tomba sur une date qui le transperça. C'était l'anniversaire d'une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Une lettre
écrite pour elle, la seule fois où il avait mis sur papier tout ce qu'il n'avait pas su dire en face, et il se demanda si elle l'avait jamais senti, si dans ses chansons, elle avait reconnu ce qu'il n'avait pas eu le courage d'avouer, et cette pensée le ramena à une vérité qu'il fuyait depuis des années. Il avait eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de la décevoir, peur aussi de perdre cette part de mystère qui nourrissait sa création. Et pourtant, à présent, il voyait que cette peur lui avait coûté plus cher que toutes les erreurs qu'il avait pu commettre dans sa carrière. Et il comprit que le temps qui lui restait n'était pas fait pour accumuler de nouveaux trophées ou pour répéter les mêmes refrains, mais pour retrouver le courage de dire les mots justes aux bonnes personnes, et peut-être que cette retraite, annoncée comme une libération, était en réalité un retour aux sources, non pas pour se reposer mais pour se réapprendre. Et tandis que le soleil déclinait derrière les collines, il décida qu'il ne rentrerait pas tout de suite, qu'il allait suivre cette route, qu'elle le mène vers elle ou vers un autre visage, peu importait, du moment qu'il marchait vers quelque chose qui battait encore, car après tout, ce qu'il avait toujours cherché, ce n'était pas la perfection des notes, mais la vérité des émotions. Et il savait que cette vérité, désormais, l'attendait quelque part au-delà des projecteurs. Il avançait sur cette route inconnue lorsque le hasard, ou peut-être une main invisible, le conduisit vers un vieux café à la façade défraîchie, un de ces lieux qui semblent figés dans le temps et où le silence se mélange à l'odeur du café moulu et du bois ancien. Il poussa la porte, une clochette tinta, et dans la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux élimés, il aperçut au fond, assise seule à une table ronde, une silhouette qui fit battre son cœur d'un rythme désordonné. Pas elle, non, mais une femme dont le profil avait cette élégance tranquille et cette manière de tenir sa tasse qui rappelait une époque où il croyait encore que tout était possible. Il hésita, pensa repartir, puis s'assit à une table voisine et commanda un café noir. Elle leva les yeux, croisa son regard, un léger sourire, et dans ce sourire, il y eut comme un écho, un signe qu'il ne sut déchiffrer immédiatement. Ils échangèrent quelques mots banals, la météo, la chaleur de la fin d'été, mais derrière chaque phrase, il sentait qu'elle observait plus qu'elle ne parlait, comme si elle cherchait à deviner ce qu'il venait fuir. Puis soudain, elle lui demanda s'il croyait aux coïncidences. Il resta interdit, répondit vaguement. Et elle, sans prévenir, lui parla d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Un homme parti trop tôt, pas mort mais disparu de sa vie, emportant avec lui des promesses non tenues. Et à mesure qu'elle racontait, il se sentit étrangement concerné, comme si les contours de cet homme se superposaient aux siens. Il n'osa pas lui demander son nom, de peur de découvrir que ce n'était pas lui, ou pire, que ça aurait pu l'être. Et cette conversation improvisée, dans un café oublié, au milieu de nulle part, déclencha en lui une tempête de souvenirs et de questions. Il se leva finalement, paya, la salua avec un sourire presque coupable, et reprit la route. Mais cette rencontre resta plantée dans son esprit comme une épine douce, une piqûre de hasard qui l'obligeait à penser que peut-être le passé cherchait à le rattraper sous d'autres visages. Le soir venu, il trouva refuge dans une auberge modeste, où la propriétaire, une vieille femme à la voix rauque, le reconnut malgré sa casquette et son air fatigué. Elle ne dit rien, ne lui demanda pas de chanson, mais lui apporta un verre de vin et un repas chaud, comme si elle comprenait qu'il avait besoin de silence plus que de paroles, et dans cette chambre simple aux murs blanchis à la chaux, il resta éveillé longtemps, écoutant les bruits lointains de la nuit, le froissement des arbres, le souffle régulier du vent, et plus il écoutait, plus il sentait monter une décision qu'il avait repoussée depuis trop longtemps. Il allait la chercher vraiment, cette femme perdue, non plus comme un fantôme à poursuivre, mais comme une vérité à retrouver. Et le lendemain, à l'aube, il partit sans prévenir personne, suivant une piste qu'il croyait avoir effacée de sa mémoire, un ancien carnet d'adresses griffonné, des lieux où elle avait pu vivre, des noms d'amis communs, oubliés. Chaque pas le rapprochait de quelque chose d'inévitable. Et pourtant, une part de lui tremblait à l'idée de ce qu'il trouverait au bout, car il savait que les retrouvailles ne guérissent pas toujours. Parfois, elles ouvrent des blessures plus profondes encore. Mais il n'était plus l'homme qui fuyait. Il voulait affronter, même si cela signifiait tout perdre à nouveau. Il marcha ainsi des jours entiers, traversa des villages endormis, prit des trains qui semblaient ne mener nulle part, s'arrêta dans des gares désertes où seul le bruit de ses pas résonnait. Et un soir, enfin, dans une petite ville côtière, il aperçut au loin une silhouette qui lui fit l'effet d'un coup de poing au cœur. Elle était là,
assise sur un banc face à la mer, ses cheveux agités par le vent, son regard fixé sur l'horizon. Il resta un moment immobile, incapable d'avancer, puis fit un pas, puis un autre, et quand elle tourna la tête, leurs yeux se croisèrent, et tout le passé, les années de silence, les regrets, les chansons, tout sembla se concentrer dans ce seul échange de regards. Et il sut, avant même qu'un mot ne soit prononcé, que rien ne serait plus comme avant. Sous la lumière crue d'un matin qui semblait vouloir mettre à nu toutes les vérités, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds lorsque la lettre, restée enfermée des années au fond d'une boîte en métal rouillé, glissa entre ses doigts et que les mots, écrits d'une écriture nerveuse et pressée, brûlèrent ses yeux. Ce n'était pas simplement une confession. C'était une lame glissée dans la chair tendre de ses souvenirs, la preuve indéniable que l'homme qu'elle croyait avoir aimé n'avait jamais été celui qu'il prétendait, que derrière chaque geste tendre se cachait une intention trouble, derrière chaque baiser une promesse faite à une autre, et dans chaque absence une rencontre clandestine dont elle ignorait l'existence, et soudain, toutes les nuits blanches, tous les éclats de voix étouffés dans des murs trop fins, toutes les intuitions qu'elle avait refoulées reprenaient vie comme si son esprit avait attendu ce moment pour lui imposer la vérité dans sa forme la plus brutale. Elle revit alors cette soirée pluvieuse où il était rentré trempé, prétextant un accident sur la route, et comment ses mains tremblaient en cherchant une serviette, non pas de froid mais de peur qu'elle ne sente sur lui ce parfum floral qui n'était pas le sien. Elle se souvint aussi des messages effacés trop vite, des regards fuyants lors de certains appels téléphoniques, et tout cela prit sens avec une violence presque insoutenable. Mais le plus insupportable dans cette lettre, ce n'était pas la trahison en soi, c'était ce paragraphe final, griffonné comme un aveu, arraché au bord d'un gouffre. Il y parlait d'un enfant, un enfant né de cette autre relation, qu'il avait vu grandir dans l'ombre et qu'il n'avait jamais eu le courage de lui présenter par peur de tout perdre. Et c'est dans ce moment suspendu, la gorge nouée, les mains glacées, qu'elle comprit que sa vie entière n'était pas celle qu'elle croyait avoir vécue, qu'elle avait été construite sur un édifice de mensonges savamment entretenu, et que le visage qu'elle avait aimé n'était qu'un masque parfaitement ajusté, et tandis que la pluie recommençait à frapper les vitres avec la régularité d'un cœur brisé, elle sentit en elle une étrange combinaison de colère froide et de lucidité brûlante. Il ne s'agissait plus de souffrir, il s'agissait de comprendre, de déterrer chaque non-dit, chaque moment volé, de remonter le fil jusqu'à la première fissure, quitte à y découvrir des vérités encore plus sombres, car au fond d'elle, malgré la douleur, une curiosité morbide prenait le dessus, celle qui pousse à regarder un incendie se propager alors qu'on pourrait encore fuir, et cette curiosité allait devenir le moteur de sa prochaine décision, une décision qui ne laisserait personne indemne. Elle se leva d'un geste sec, la lettre toujours serrée dans sa main comme une arme invisible, et traversa le salon sans même remarquer les photos encadrées qui semblaient la suivre du regard, souvenir figé d'un bonheur désormais corrompu. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans sa tête, rythmant la montée de cette fièvre intérieure qui ne lui laissait plus le moindre espace pour le doute. Et, dans un élan irrépressible, elle se dirigea vers l'armoire où elle conservait une vieille boîte de documents, persuadée qu'elle y trouverait d'autres morceaux du puzzle qu'on lui avait cachés. Mais en soulevant le couvercle, elle ne tomba pas sur des papiers anodins. Non. Elle découvrit un carnet noir à la couverture usée, couvert de taches qui semblaient être autant de cicatrices du temps, et dès qu'elle l'ouvrit, son souffle se coupa. Chaque page était remplie d'annotations datées, d'itinéraires, de noms de personnes qu'elle ne connaissait pas, de sommes d'argent inscrites sans marge, comme un registre parallèle d'une vie dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Plus elle tournait les pages, plus l'odeur de papier ancien se mélangeait à celle de la peur. Et au détour d'une note griffonnée, elle lut un prénom qui la glaça instantanément, le sien, suivi de quelques mots à peine lisibles, comme écrits dans la précipitation. Si elle découvre, tout est fini. Ses mains tremblèrent si fort qu'elle dut s'asseoir, mais l'adrénaline avait déjà envahi son corps et son esprit, la poussant à continuer malgré le vertige jusqu'à tomber sur une page arrachée, glissée à l'envers entre deux feuilles sur laquelle une photographie était collée. On y voyait son compagnon, un sourire ambigu aux lèvres, tenant dans ses bras un garçon d'environ 8 ans, dont les yeux étaient les siens, comme un reflet volé de son propre visage d'enfant, et cette ressemblance était si troublante qu'elle en eut la nausée,
car elle comprit d'instinct que cet enfant n'était pas seulement le fruit de sa trahison, mais qu'il représentait aussi un lien plus profond, plus ancien, un lien qui impliquait des secrets de famille que personne n'avait jamais osé évoquer. Et à cet instant, elle sut que la vérité qu'elle cherchait n'allait pas seulement détruire son couple, mais risquait aussi de fissurer tout un héritage construit sur le silence et la peur. Et tandis que ses doigts se crispaient sur le carnet, elle comprit qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'aucun retour en arrière ne pourrait refermer. Le souffle court, les yeux brûlants de larmes et de rage, elle sentit que l'heure était venue de tout affronter, quitte à tout perdre. Car désormais, chaque silence devenait une arme contre elle, et chaque vérité, une déflagration imminente. Ce n'était plus une histoire d'amour trahi, mais une guerre pour sa propre identité. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette vérité interdite.